Intégral Placement, l'œil de la presse. Jean-François Siliatre vient de nous rejoindre et il remue déjà. Bonjour Jean-François. Bonjour Cédric. Directeur éditorial de Marché Gagnant, votre sujet cette semaine, Jean-François. Eh bien, cher Cédric, cette semaine, j'ai été tiraillé entre deux tendances. D'un côté, être dans l'actualité dominante et de l'autre, affirmer un caractère contrariant. Alors oui, j'aurais pu faire grève. Ça fait déjà plein de fois que vous voulez faire grève et que vous le faites pas. Ouais, j'aurais pu faire grève comme le font les épargnants depuis un certain temps, parce que les épargnants, effectivement, font la grève des placements. Je rappelle qu'en 2015, alors que l'assurance vie a collecté 24 milliards d'euros, les Français ont fait le choix de privilégier les dépôts à vue non rémunérés avec 35 milliards de collectes. Alors, vu mon grand âge, j'ai connu l'époque de l'argent qui dort et qui rapporte. Rappelez-vous, c'était l'époque des tickets monétaires. Force est de constater qu'aujourd'hui, je vois le comportement d'épargnants qui, au lieu de faire travailler leur argent, préfèrent le faire chômer, car dans leur esprit, le chômage de l'épargne leur permet d'échapper à la fiscalité jugée excessive, mais aussi aux frais. Alors, une précision toutefois, pour être honnête, depuis le début de l'année, la courbe s'est légèrement inversée, puisque sur le premier trimestre, l'on constate que les dépôts à vue ont collecté 4 milliards, alors que l'assurance vie a collecté 7,8 milliards. Bon, donc si une fois de plus, vous ne faites finalement pas grève, vous faites quoi ? Je revendique puisque ma mission est ici toutes les semaines de pousser un coup de gueule et histoire d'être contrariant à souhait, je suis prêt aujourd'hui à revendiquer contre les hausses de rémunération. C'est qui parle aujourd'hui, Jean-François? Est-ce que c'est le citoyen ou est-ce que c'est le défenseur de Choupinette, votre ami investisseur? Alors loin de moi l'idée d'utiliser cette antenne pour faire passer des messages personnels. Naturellement, c'est le défenseur des épargnants qui est devant vous et qui le dit haut et fort. Il y a des rémunérations abusives et surtout, aujourd'hui, il faut ouvertement s'interroger sur les rémunérations variables et en particulier pour voir si elles ne concourent pas à une certaine course à l'échalote. Bon, dans votre esprit, il y a bien évidemment les dirigeants des grandes entreprises. Soyons honnêtes, le refus par l'Assemblée Générale de Renault de la rémunération de Carlos Ghosn et la fin de non-recevoir qui a été mise dans la foulée par le Conseil d'administration aux actionnaires va laisser des traces. On le voit aujourd'hui, le Premier ministre a annoncé qu'il fallait légiférer. Au passage, d'ailleurs, je constate même que les acteurs commencent un peu à se sentir un brin gênés aux entournures. Ainsi, Patrick Thomas, qui est l'ancien patron d'Hermès, qui est le président du comité des rémunérations de Renault, a déclaré au Figaro qu'il était conscient que le vote des actionnaires du 29 avril obligeait le Conseil, mais dit-il, cela demande du temps, le tempo du Conseil n'est pas celui de l'opinion. Nous serons dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois en mesure de présenter de nouvelles modalités de rémunération pour l'année 2016 et les suivantes. Et avant de rajouter, la voie sera étroite parce que les motivations de nos actionnaires ne sont pas forcément identiques. Cette dernière phrase, franchement, je l'adore. Je me dis que Patrick Thomas, il est mûr pour le 49.3. Bon, l'ancien patron d'Hermès, malgré tout, a aussi justifié l'importante rémunération de Carlos Ghosn en disant: ne soyons pas naïfs, nous avons aujourd'hui à la tête de Renault le meilleur du monde pour ce poste et il est sollicité pour d'autres postes. Parfait. Qu'il y a le mercato. Parfait. On a donc une grande partie des éléments en main. On va donc pouvoir prendre les arguments un par un. Commençons par le vôtre. Nos patrons sont des génies que le monde entier nous envie. Eh bien, qu'en est-il? Eh bien, pour le savoir, je me suis penché sur une étude de l'Harvard Business Review de la fin de l'année passée qui classe les 100 meilleurs patrons mondiaux en fonction de critères financiers, mais aussi, c'est une nouveauté de l'édition 2015, sur des critères ESG pour environnement, social et gouvernance. Et dans ce classement des 100 meilleurs patrons mondiaux, des Français, il y en a, oui, précisément 11. Bon. Combien sur le podium? Aucun. Combien dans le top 10? Aucun. Et Carlos Ghosn? Carlos Ghosn y est. C'est le 5e des Français. Il est devancé par le CEO de Valeo, le patron d'Air Liquide, qui sont classés respectivement 15e et 16e. Martin Bouygues, patron de groupe éponyme, est 26e. Maurice Lévy, le patron de Publicis, est 39e. Et Carlos Ghosn est 40e. Pas de quoi pavoiser, d'autant que, si je regarde le secteur automobile, il a devant lui le patron de BMW, de Fiat Chrysler et même, vous allez rire,
l'ancien patron de Volkswagen, parce que dans le secteur automobile, c'était lui le meilleur. Bon, donc l'argument du patron convoité, vous l'acceptez pas? Non, d'autant que je constate que des patrons français qui dirigent des grandes boîtes mondiales, il y en a moins que des joueurs de football français qui sont dans des grands clubs étrangers, ou encore, même s'ils sont moins nombreux, des entraîneurs français de clubs de football étrangers. Pouvez-vous me donner, Cédric, un exemple d'Arsène Wenger dans le monde du management? Alors là, je pourrais faire ma star, mais je dois avouer à tout le monde que la réponse est écrite. C'est Tidjane Thiam, le patron du Crédit Suisse. Exact. Et au passage, c'est effectivement un franco-ivoirien qui a dirigé Prudential et qui, depuis juin 2015, est patron du Crédit Suisse. Et au passage, vous noterez qu'il n'a jamais dirigé un groupe du CAC 40. Alors, pour résumer le fond de ma pensée, n'augmentons pas les patrons pour éviter qu'ils partent. Ça nous coûtera moins cher à nous, actionnaires, de leur laisser potentiellement la porte ouverte en attendant de voir s'il y a véritablement des appels d'air. Et puis, voyons le côté positif des choses. S'ils partent et renvoient l'argent à la maison, ça fera du bien à la balance des paiements. Bon, au départ, vous vouliez taper sur les rémunérations variables et on a un petit peu divergé. Oui, alors regardons justement la rémunération de Carlos Ghosn, 7 millions d'euros sur le dossier Renault seul. Cette rémunération, elle a été retoquée par l'Assemblée Générale, mais elle a été confirmée par le Conseil d'administration. Regardons cette rémunération, non pas en comparaison par rapport au SMIC, je laisse ce débat à d'autres, mais en composition. Dans ces 7 millions, il y a 3 millions au titre de la rémunération de l'exercice et 4 millions au titre de l'attribution de ce que l'on appelle désormais les actions de performance. Donc c'est du variable. Et si je regarde ma rémunération de l'exercice, je constate qu'il y a seulement, je dis mon seulement entre guillemets, 1,2 million de fixes. Bref, chez Carlos Ghosn, le ratio fixe-variable est de 1 pour 6, sachant qu'au passage, Carlos Ghosn n'avait pas atteint tous ses objectifs. Eh bien, je vous le dis franchement, de tels ratios, ça me rappelle les commerciaux que l'on payait uniquement à la com, qui équipait d'urgence toute la famille et qui ensuite laissait place à un nouveau venu. À mon avis, ce n'est pas un modèle à privilégier. Enfin, c'est quand même pas mal d'intéresser entre guillemets chacun à la performance. Si on regarde le vulgum pécus, enfin, par exemple Choupinette, il doit bien y avoir droit dans sa boîte à l'intéressement. Enfin, effectivement, dans le monde de l'entreprise, il y a de l'intéressement, il y a de la participation. Mais quand ça marche du feu de Dieu, vous touchez combien? 2 à 3 mois de salaire, pas 6 fois la mise. D'ailleurs, l'intéressement ne peut excéder 19 000 euros par individu et la participation est limitée à 29 000 euros. Le rapport est loin d'être le même. Le variable peut certes être un élément de motivation, mais à mon goût, il doit rester accessoire pour tous, y compris pour les patrons. Cela dit, plus globalement, je pense qu'il faut réfléchir à cette culture de l'indexation de la rémunération à la performance. Voilà, je sens d'autres cibles dans votre viseur, pas que les grands patrons. Oui, pas que les grands patrons, j'ai en particulier dans la ligne de mire les gérants de fonds. Le mouvement, il est arrivé en fait par le capital risque et il a gangréné la gestion collective à la vitesse de la lumière. De plus en plus souvent, on vous propose des fonds avec des commissions de surperformance. Personnellement, ça m'horripile. Un jour, un gérant qui était un brin interloqué par ma position m'a dit « Mais si on n'a pas de commission de surperformance, à quoi bon faire l'effort de battre l'indice ?» Et là, je me suis dit, je rêve. J'imagine un jour un plombier qui se pointe chez moi pour réparer une fuite et qui me dit, monsieur Filiatre, le prix, c'est tant, mais si jamais ça fuit plus, j'aurai plus. Je peux vous le dire, il va pas tarder à manger toute crue sa clé de 12. On est dans un monde de l'épargne où l'argent rapporte de moins en moins pour les épargnants et pas uniquement sur les produits garantis, également sur les produits risqués. Et les gérants veulent du rab pour faire leur taf. Autrement dit, moi l'épargnant, je ne suis bon qu'à être tendu, il faut que je touche moins, que je paie plus et que je la ferme. Non, la réponse, elle est d'ores et déjà donnée avec les ETF, avec les trackers. Alors, je ne sais pas si les trackers sont une alternative. Je sais en tout cas que c'est une base de comparaison tarifaire. Un gérant action passif vous coûte, je vais dire, 0,4% par an. Pourquoi un gérant actif vous coûterait aujourd'hui 1,5% comme hier, mais qu'il faudrait en plus rajouter une commission de surperformance? De telles pratiques correspondent
à de la spoliation d'épargnants et de surcroît, elles ont un impact négatif sur la gestion. L'exemple le plus caricatural, ce sont les fonds flexibles. On vous invite à investir sur plusieurs années et on vous raquette par une commission de surperformance annuelle. Sur 5 ans, on peut ainsi avoir un produit qui est décevant avec un gérant qui a palpé des commissions de surperformance. On le voit, il faut d'urgence, puisqu'aujourd'hui on va rouvrir le débat sur les rémunérations, repenser le poids des rémunérations variables dans le secteur financier, mais aussi à réfléchir à leur pertinence. Sinon, la gestion est condamnée face par exemple aux ETF? Sinon, très clairement, moi aujourd'hui, dans les recommandations que je donne à un épargnant, ça serait de ne pas souscrire des produits sur lesquels il y a une commission de surperformance. Un dernier mot de conclusion? Eh bien, écoutez, franchement, en toute modestie, je me suis trouvé très pertinent et franchement excellent. Ouais. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec ma démonstration sur les rémunérations variables, ben, ça vous coûtera le double du prix habituel. Jean-François Filiatre pour marchégagnant.com. Pour le même prix, vous répondrez aux auditeurs tout à l'heure? Allez, on se retrouve dans un peu moins d'une heure. Allez, rendez-vous tout à l'heure, juste après le flash de 11h30.